On va commencer. On a donc du monde qui arrive en parallèle. Donc je vais me présenter. On va faire une petite introduction sur la matinée. On va passer 1 heure à 1 heure et demie ensemble. Donc je suis assez content et j'ai le plaisir d'accueillir des journalistes aujourd'hui, ce qui n'est pas tout à fait dans nos habitudes. Avant de faire le tour de table et de laisser la parole pour débattre sur la manière dont les médias traitent le sujet de la mobilité durable, ou la mobilité durable est traitée par les médias, je ne sais pas, je vais passer un petit peu de temps pour recontextualiser quand même le format. Voilà. Peut-être juste si vous pouvez bien fermer vos micros pour être sûr que ça ne perturbe pas trop. J'espère que tout le monde nous entend bien. Donc, sur la petite introduction, donc Ecodev, on est une société de conseil qui accompagne depuis plus de 10 ans les employeurs dans leur politique RSE, complètement indépendant. Et on a un certain nombre de métiers qui vont du conseil à la mesure d'impact, à la communication ou la conduite de changement, en passant par le déploiement opérationnel. On a différents pôles qui sont des enjeux donc RSE, climat et mobilité durable, qui est le plus important chez nous, avec un historique qui est assez ancien, puisqu'on a débuté dès 2009 sur les sujets de démarche opérationnelle avec des gens comme Blablacar. Et donc, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on œuvre à aider les employeurs sur ces politiques. On a monté il y a un peu plus d'1 an et demi un écosystème d'acteurs autour de la mobilité durable. Donc, je vais passer juste quelques slides aussi sur le sujet. L'objectif a été finalement d'accompagner les employeurs et toujours d'accompagner les employeurs dans leur politique mobilité durable en passant par des objectifs qui sont déjà de permettre à ces employeurs de s'approprier le management de la mobilité. Donc, leur permettre de comprendre que ce sujet de mobilité durable, c'est un sujet à intégrer dans leurs indicateurs avec des compétences et donc d'accompagner ensuite cette transition. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très éclaté entre les flottes auto, les RH sur les transports en commun, éventuellement le vélo avec les gens de la RSE. Voilà. L'idée, c'est de fusionner toutes ces réflexions pour avoir un pilotage uniforme. Et cet écosystème a pour objectif de valoriser les solutions innovantes. Alors, quand on parle de solutions innovantes, on ne veut pas forcément parler de high-tech. Ça peut être avoir une super politique vélo et des acteurs engagés, donc mettre en avant les bonnes pratiques. Avec en trame de fond toujours les thématiques de la sobriété ou de l'innovation frugale ou responsable, tout simplement de s'assurer que nos démarches sont compatibles avec nos enjeux, par exemple climat. On a différents objectifs, je ne vais pas les balayer, mais ça va être surtout de rendre visible et de rendre concret ces thématiques de mobilité durable chez les employeurs. Ça passe par un certain nombre de prestations ou d'accompagnements, je passe très rapidement. Et puis un certain nombre de faits. Donc depuis 1 an et demi, on a mis en place des outils en ligne. On fait un certain nombre de webinars ou de prises de parole avec des ressources pour aider justement ces employeurs. Et on a 2 actualités. Une actualité autour du label Employeur Pro Vélo, qui est une initiative portée par l'ADEME et la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui devrait arriver là dans les semaines à venir pour les employeurs. Donc c'est comment accompagner ces employeurs dans cette politique vélo. Et puis, on a la semaine prochaine, mardi prochain à 11h, la restitution d'un baromètre autour de la thématique du forfait mobilité durable pour comprendre à quel point les employeurs s'approprient ou pas cette thématique et cet outil pour aider les salariés à changer ou à valoriser leurs pratiques les plus vertueuses. On a un certain nombre de parties prenantes qui font partie de cet écosystème. Je ne veux pas les citer bien évidemment, mais vous avez des employeurs, des solutions et des parties prenantes. Et dans ces parties prenantes, vous avez… Je suis sur un webinaire là. On vous entend, monsieur. Hop. Et donc, on a aussi des journalistes dans cet écosystème, finalement, indirectement, qui sont des influenceurs ou des parties prenantes qui peuvent nous aider à relayer un certain nombre d'actualités. Et donc, on trouvait important et intéressant de leur laisser la parole aujourd'hui. Et on va y arriver autour de table. Donc, je suis ravi de pouvoir… je vais le présenter dans l'ordre qui s'annonce. Je vais vous laisser peut-être 30 secondes pour vous présenter et puis peut-être pour nous dire pourquoi vous êtes arrivé sur cette thématique de mobilité durable. Nathalie. Alors, donc, je suis Nathalie Arensona, je suis journaliste pour la Gazette des communes principalement.
la raison pour laquelle, comment je suis arrivée dans le bain des transports, c'est une longue histoire. En tout cas, c'était il y a déjà une trentaine d'années et j'étais alors pigiste pour la vie du rail. J'habitais Bordeaux et il y avait une grande bataille pour le retour du tramway ou non à Bordeaux et c'était encore du temps de Jacques Chaban-Delmas. Ça nous ramène à très loin. Je ne sais pas si bien que ça. Voilà. Marc. Oui, bonjour. Je suis également pigiste et je travaille pour plusieurs types de journaux. En fait, je couvre un peu le champ qui va du journal spécialisé, voire hyper spécialisé, à des journaux un peu plus grand public, comme Cuisine Nouvelle, effectivement. Mais je travaille aussi pour le JDD et c'est intéressant parce que ça permet de vulgariser des sujets que je traite ailleurs dans des journaux très spécialisés pour un public très restreint. Donc, c'est intéressant. Et les transports, c'était par hasard. J'avais fait un article que je ne pouvais pas passer, enfin, je ne savais pas où passer, je suis allé par hasard à la Vie du Rail. L'article n'est jamais passé, mais j'ai été embauché. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le transport. Et le transport, à l'époque, c'était pas le transport, enfin, on ne parlait pas de transport durable, mais naturellement, quand on traite les transports, on va vers ce domaine-là. On me dit que dans le micro, là, dans l'oreillette, qu'il faut parler un tout petit peu plus fort. Alors, d'accord. A priori, c'était audible au début, un peu moins. Et donc, Olivier Erasmont. Oui, bonjour. Alors, je suis aussi pigiste. On est 3 pigistes. En fait, je travaille notamment pour Le Monde, où je fais depuis déjà assez longtemps, depuis 2003, où je fais des sujets alors, sur la mobilité, mais aussi sur le tourisme, des fois, sur d'autres sujets, enfin, pour différentes sections du journal. Je travaille pour Mobilettre également, qui est bien connu dans le newsletter sur la mobilité, spécialisé. Pour d'autres magazines également, donc le magazine effectivement qui s'adresse aux géomètres experts. Et en fait, alors, Le Monde, j'avais commencé sur les questions de mode de vie au début, et puis un beau jour, j'avais fait quelque chose sur la SNCF, et sur notamment l'ancêtre de voyagesncf.com, en fait, qui s'appelait déjà comme ça, mais en tout cas l'agence de voyage de la SNCF, qui à l'époque marchait pas du tout, c'était en 2004 ou 2005, je ne sais plus. Et alors ça m'avait frappé parce que ce sujet mobilité entraînait toute une série de réactions dans les commentaires, et dès qu'on parlait, il y avait d'un côté, il y avait des gens qui parlaient de mobilité sérieuse, hein, si on peut dire, avec les RER, les trains, l'industrie et tout ça. Mais dès qu'on parlait de la mobilité concernante, en fait, quelque chose qui intéressait les gens, évidemment, les questions de la SNCF, comment on réserve un billet, et puis aussi, bien sûr, l'occupation de l'espace en ville, la place de Guillaume, on s'aperçoit que ça générait plein de commentaires. Donc, je me suis dit, bah, c'est intéressant. Alors, moi, ça m'intéresse aussi, mais je me suis dit, et là, après, j'ai lancé un blog sur le site du Monde sur ces questions, notamment liées aux mobilités quotidiennes, aux enjeux quotidiens de la mobilité. Parfait. Et puis le dernier qui n'est pas journaliste finalement, mais qui nous accompagne depuis quand même un certain nombre d'années sur nos enjeux, François. Oui, bonjour à tous. Donc moi, j'accompagne l'écosystème mobilité. Donc j'ai fondé ma société Mobility Conseil l'été dernier. Donc j'accompagne un certain nombre d'entreprises sur les sujets de mobilité. Et auparavant, j'étais au MEDEF où notamment j'ai négocié la loi d'orientation des mobilités pour les employeurs et les entreprises. Donc j'ai parcouru 3 années intenses entre la crise des Gilets jaunes, la norme, etc. Et donc désormais, je mets en œuvre différemment ces sujets qui me passionnent. Je trouve intéressant aujourd'hui qu'on prenne un peu de recul sur ce sujet, qu'on se réinterroge sur son évolution et le regard qu'on porte sur ces sujets-là. Alors, je vais arrêter le partage, comme ça vous pourrez peut-être tous nous voir. J'ai cru comprendre quand même qu'un certain nombre n'entendaient pas très bien, donc voilà, élevons le son de la voix, parce qu'a priori, on a l'impression que le micro est trop près de moi. Alors qu'il est plutôt, on va le mettre voilà, au centre. On va dire, c'est horrible. On peut pas. Voilà, bah donc on va peut-être commencer les débats. On va peut-être, hop. Je te laisse François peut-être introduire les questions. Oui, c'est vrai que sur les différents webinaires précédents, donc on est un doutant l'écosystème, donc on est sur des sujets opérationnels, donc on a beaucoup traité des sujets de décryptage, de mise en œuvre de la norme, le forfait mobilité durable, tous ces sujets-là. Et donc, c'était intéressant et important, peut-être aujourd'hui, de lever la tête du guidon, si j'ose dire, du guidon du vélo, pour prendre un peu de distance et de recul sur ces sujets de mobilité qui sont
assez mouvant, notamment ces dernières années, et de peut-être se réinterroger sur toutes ces thématiques avec le regard que l'on peut porter sur le sujet. Donc, quoi de mieux que des journalistes pour nous aider à apporter un regard sur ce sujet. Donc, on va organiser la discussion autour de 3 temps. D'abord, peut-être le regard du journaliste à travers l'expérience de chacun, sur leur parcours, dans la presse écrite, la façon dont on parle et on écrit aujourd'hui sur ce sujet, dont on va parler dans le passé, quelles ont été les différentes évolutions dans l'appréhension du sujet, la place du sujet des transports et de la mobilité dans les rédactions, la façon dont on parle à des parties prenantes, l'opinion publique. Donc ça, c'est un premier temps. Après, on discutera un peu du regard des Français sur le sujet, notamment parce que ces derniers temps, il y a une actualité très, très chargée à travers des crises sociales, sanitaires, et donc le sujet, finalement, est venu dans la vie quotidienne de chacun avec un certain nombre d'échos à travers les médias. Donc, on essaiera de discuter sur la façon dont est-ce que ces sujets-là sont mieux appréhendés, est-ce qu'ils touchent plus le grand public, est-ce que le fait qu'il y a un glissement sémantique entre une appréhension passée du transport, c'était très très normé, transport de voyageurs, de marchandises, de transport public, et aujourd'hui on est sur les mobilités avec des termes un peu parfois difficiles à appréhender, la mobilité partagée, douce, inclusive, et donc ça c'est une vraie rupture sémantique, mais c'est intéressant de voir si finalement ça sert la façon dont on traite le sujet, on explique à la population. Et puis un troisième temps où on aura un regard plus politique et sociétal sur finalement les 3 années qu'on a vécues, qui sont hyper riches sur le plan de la mobilité, parce qu'on a vécu concomitamment et même successivement 3 crises de la mobilité, les gilets jaunes, la grande vague des retraites où finalement il y a eu des ruptures puisque ça a été une expérimentation généralisée à la grandeur nature du télétravail. On s'est aperçu que un certain nombre de mobilités alternatives, le vélo, le trottinette, pouvaient aussi servir pour les déplacements professionnels. Et puis dernièrement, la crise de Covid, qui est une crise de la non-mobilité, avec d'autres ruptures aussi. Donc, on traitera de ces sujets dans un troisième temps. Donc, du journalisme sur l'aspect un peu métier. Et donc, successivement, j'ai demandé à nos 3 intervenants de discuter autour de ces sujets-là. Nathalie, je vais commencer par vous. Donc, à travers ce que vous faites aujourd'hui, notamment à la Gazette des communes, avec une cible, on va dire, territoire, collectivité publique, collectivité locale, la façon dont vous traitez ce sujet à travers le média dans lequel vous travaillez. Alors peut-être qu'on peut faire un projecteur. Pardon, il faudrait peut-être porter mon regard sur comment j'ai vu, alors en 30 ans, évoluer le sujet des transports vers la mobilité dans la presse, puisqu'en fait j'ai commencé dans la presse spécialisée, mais finalement, dans les années 90, il y a eu un vrai, à mon sens, un premier coup de boost sur le sujet qui a commencé à permettre d'attirer la presse généraliste. C'est le retour des tramways dans les villes. Dans les années 90, alors il y avait effectivement Bordeaux. Avec la décentralisation. Ouais. Voilà, et donc ça a permis de sortir quand même le sujet de la mobilité, enfin à l'époque on disait des transports, de son carcan très techno, culture d'ingénieur, et à intéresser le grand public. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Libération a demandé des sujets c'était Catherine Troutman à l'époque à Strasbourg, a commencé à s'intéresser à ce sujet. Et donc, les questions depuis cette question a grandi pour devenir aujourd'hui des questions plus générales sur celle de la mobilité, pas seulement les trains, les tramways, mais toutes les nouvelles formes de mobilité douce. Enfin bref, ça ne s'est jamais démenti. Le sujet, moi, je le vois monter en puissance. Et la façon dont on traite la mobilité à la Gazette de communes, en fait, il y a 2 choses. Bon, évidemment, c'est toujours sur le prisme. Notre lectorat, ce sont les élus, les agents territoriaux.
Donc, on s'intéresse à l'actualité législative, réglementaire, à l'économie du secteur, au financement des transports publics pour les élus qui doivent mettre en place des politiques publiques. Et donc, on suit l'actualité sur le web, puisque la Gazette des communes, c'est un hebdomadaire papier, print, mais il y a également un fil d'actualité avec une newsletter quotidienne. Je continue ou... Oui, allez-y. Voilà, donc on suit l'actualité législative, réglementaire, économique, locale, qui peuvent être un bon partage d'expérience pour d'autres, qui peuvent être un bon partage d'expérience pour d'autres. Et puis dans l'hebdo, nous traitons moi j'interviens surtout sur des articles de décryptage, mise en avant d'innovation territoriale et puis des dossiers. Alors par exemple, comment on se déplace aujourd'hui, non pas dans les grandes métropoles avec toute la palette de solutions que nous avons, mais au contraire quand il n'y a rien que la voiture et comment, si on veut faire de la mobilité durable, utiliser la voiture autrement, se déplacer autrement et ne pas, la voiture c'est une évidence, mais la voiture autrement. Donc voilà comment j'interviens pour la Gazette. Et dernière question, est-ce que vous avez l'impression que dans la rédaction, ce sujet mobilité a pris plus de place que d'autres sujets, le logement, etc., qu'il y a eu une vraie progression dans l'intérêt pour ce sujet dans la rédaction ou pas? Alors, la rédaction est assez demandeuse, il n'a pas pris plus de place que le logement ou d'autres grands sujets. Il est assez, cumulé avec les problématiques d'urbanisme. Mais il est vrai que l'intérêt ne se dément jamais. Et là, au bout de 3 ans de collaboration récurrente avec la Gazette, je suis de plus en plus sollicitée. Donc, parce que le sujet est de plus en plus concernant pour les citoyens, donc forcément pour les élus. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est vraiment monté en puissance et qui a sa place quasiment quotidiennement sur le site et toutes les semaines dans le papier. Merci Nathalie. Je vais passer la parole à Marc Fressos qui va nous faire part de son témoignage, de son expérience sur tous ces sujets. Oui, pour rebondir sur ce que disait Nathalie, je pense qu'effectivement le sujet transport-mobilité, il prend plus d'importance par rapport à la question du réchauffement climatique, puisque chez les gens, c'est perçu comme un des moyens de baisser le carbone, les émissions de carbone. Au-delà de ça, je pense que il y a 3 leviers pour parler des transports. Alors, aussi bien dans la presse spécialisée que dans la presse généraliste. Et je pense que ces leviers, on les retrouve aussi sur d'autres sujets. C'est d'abord le dramatique qui recouvre un peu le fait divers. L'autre levier, c'est la proximité. Et le 3e levier, c'est la croyance. Alors je vais revenir un petit peu là-dessus. Je pense que le dramatique, c'est les faits divers et c'est les problèmes comme les grèves des trains, les grèves des aiguilleurs du ciel, c'est les accidents, c'est un avion qui tombe, un bateau qui coule, des voitures qui se percutent. Et d'ailleurs, le fait divers, alors on dit toujours, les journalistes raffolent de ça, mais il y a une vertu pédagogique, à mon avis, dans le fait divers, et on l'a vu avec le blocage du canal de Suez par un porte-conteneur, ce qui était vraiment... il n'y avait pas d'occasion meilleure pour expliquer au grand public qu'on a des porte-conteneurs qui transportent 20 000 boîtes, qui font 400 mètres de long, et que le prix du pétrole, en fait, dépend en partie de la disponibilité d'une infrastructure de transport comme le canal de Suez. Le 2e levier, c'est la proximité, c'est-à-dire la hausse des tarifs SNCF ou alors une nouvelle gamme tarifaire. C'est la hausse des tarifs des autoroutes, c'est le développement du covoiturage qui permet d'aller au travail, etc. Et puis le 3e levier, c'est quand je dis la croyance, c'est-à-dire la croyance dans le progrès, qui permet d'aborder des sujets qui permettent de se projeter dans l'avenir. Alors c'est par exemple, et ça fonctionne par engouement, ça a été le développement de la voiture autonome avec le stade ultime, c'est le robot taxi. Aujourd'hui, c'est l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, c'est ce qui va réduire absolument résoudre tous les problèmes. Et puis, on a aussi des réalisations prestigieuses. C'est, par exemple, le pont de Normandie, quand on l'a inauguré, c'était un événement. Le viaduc de Millau, le tunnel sous la Manche.
Voilà, c'est des choses qui sont positives et qui font rêver. Voilà ce que je peux dire. D'accord, très intéressant l'aspect, l'anecdote qui n'est pas forcément une anecdote, mais qui révèle un certain nombre de choses plus profondes. Et c'est vrai que parfois, la lecture de marronniers dans la presse, de trains qui n'arrivent pas à l'heure, et c'est vrai que l'exemple du canal de Suez est intéressant. Oui, c'est ça, et j'allais dire, c'est une opportunité pour un journaliste qui souvent essaye de faire passer un sujet auprès de la rédaction sur le trafic de conteneurs mondial, où on dit mais c'est compliqué. Et là, en fait, si vous avez travaillé sur le sujet, vous le développez à ce moment. C'est très pédagogique. Voilà, c'est très pédagogique. Pour expliquer des enjeux un peu complexes. Merci Marc. Je vais donner la parole maintenant à Olivier Razemont, qui va aussi nous parler de son expérience de différents médias ou dans l'écriture d'ouvrages sur ces sujets-là. Alors, pour compléter en fait ce qu'ont dit Marc et Nathalie, il me semble qu'il y a une dizaine d'années, la manière de s'intéresser au transport, c'était d'un côté les grandes infrastructures, en effet, comme tu as dit, les choses inaugurables, les grands tunnels, les nouveaux RER, les nouveaux trains et tout ça, les nouvelles autoroutes, bien sûr, et d'un côté, et de l'autre, pas dans les mêmes pages pour ce qui concerne la presse écrite, et pas dans les mêmes endroits pour ce qui concerne la télévision, les petites choses quotidiennes, sous l'angle, les ennuis qu'on peut avoir quand on prend le train, les ennuis qu'on peut, les bouchons, qu'est-ce qui se passe quand il neige et qu'on est bloqué dans sa voiture, les problèmes de circulation, ou alors des espèces aussi un peu dans la vie quotidienne. À l'époque, ce n'était pas encore des applis vraiment, mais c'était des sites ou le début de quelque chose qui pouvait faciliter. Regardez ce site par ici dans le métro, je ne sais plus très bien, enfin, qui disait aux gens où est-ce qu'on peut s'installer dans le métro à telle ou telle station pour sortir plus vite, tout ça. Et en fait, c'était vraiment il me semble, pratiquement deux services différents qui faisaient ça. Il y avait d'un côté la vie quotidienne, de l'autre les grands sujets sérieux. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que la question des grands projets inaugurables, elle ne fonctionnait pas sans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'en fait, en clair, si on fait une station de métro super moderne ou un nouveau bus, etc., mais que le nouveau bus est bloqué dans les embouteillages parce qu'on n'a pas pensé à lui donner toute la place, ou que devant la nouvelle gare, il y a des flaques d'eau parce que le trottoir n'a pas été fait, que le trottoir n'est pas fait pour y accéder, qu'il y a des voitures garées dessus, les gens ne vont pas prendre le super RER ou le super train. Et en fait, on s'est rendu compte que la vie quotidienne avait une importance. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on en reparlera ensuite, c'est qu'un certain nombre d'événements ont ramené en fait la mobilité dans le sujet. C'est-à-dire, clairement, j'ai vraiment l'impression qu'au moment des Gilets jaunes, on s'est enfin rendu compte que c'était un sujet concernant pour beaucoup de gens et pas seulement un sujet officiel et sérieux, et que ça avait des conséquences dans la vie des gens. Et c'est amusant parce qu'à ce moment-là, il y avait toute une série de colloques qui se déroulaient depuis des années sur la mobilité plus ou moins durable, enfin, peu importe les termes. Et d'un seul coup, quand c'est arrivé sur les plateaux de télévision, on a commencé à parler de mobilité. Et là, il y a un autre enjeu, mais je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais c'est quelque chose que j'ai constaté, dont j'ai pratiquement fait deux chapitres dans mon dernier livre, c'est le rapport extrêmement centré et concernant des journalistes eux-mêmes, pas seulement des journalistes transport, mais des journalistes en général. C'est-à-dire que quand il leur arrive quelque chose dans leur vie quotidienne, ils ont tendance à en faire des sujets. Et alors typiquement, c'est en 2017, je crois, une piste cyclable sur les voies sur berge dans l'ouest de Paris, qui est mise en place conformément au plan vélo voté par la ville de Paris. Et comme ça se passe à Paris, que c'est l'endroit par lequel passent les journalistes qui vont à BFM, LCI et TF1, généralement en scooter ou en voiture. Ah oui, mais c'est le cas quand même. Et bien du coup, c'est devenu un sujet national. Alors évidemment, à chaque fois qu'il se passe un truc à Paris, apparemment, il faut absolument que toute la France soit informée. Quand il neige 2 cm, c'est une information tellement importante. Il neige 2 cm place du Châtelet, donc il faut qu'on soit informé impérativement à Albertville et à Marcillac-Vallon. Mais là, en l'occurrence, il y avait cette piste cyclable qui était mise en place, qui
effectivement, au début, ça a été mal signalé, donc il n'y avait pas des tonnes de vélos dessus au tout début, et puis les vélos, bon, ils passent, donc on ne les voit pas forcément passer. D'un seul coup, c'est devenu un sujet, et toute la question absolument centrale sur la place du vélo dans la société, ce moyen de déplacement qui est très efficace, etc., et ben, en fait, il était réduit à cette fameuse piste cyclable, et on a vu la même chose au moment où il y a eu la rue de Rivoli à Paris. Ça. Et pourquoi? En fait, on a une ville où sont concentrés les pouvoirs économiques, politiques, etc., extrêmement dense, où de toute façon 80% des déplacements pour aller faire des courses, par exemple, se font à pied, une ville dans laquelle on a une concentration, le métro fonctionne plutôt efficace, il fonctionne très bien, la plupart des gens le prennent, seulement 10 ou 15% des trajets ont lieu en voiture, et donc assez logiquement, pour revenir à cette question de mobilité durable, une partie de la logique de la réflexion veut que ça reste quand même une ville extrêmement motorisée, il y a plus de 50% de l'espace qui était encore consacré à la voiture en 2016, dans Paris, et donc assez logiquement on réduit la place de la voiture parce que et des modes motorisés parce que ça n'a plus tellement de raison d'être. Et donc, comme on est à Paris et que les journalistes sont à Paris et qu'à chaque fois on se concentre sur ce qui se passe à Paris, on explique à la France entière qu'on va réduire la place de la voiture partout parce que rue de Rivoli, vous comprenez, ça passe. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait un petit échange sur ce point-là parce que ce propos sur un prisme déformant, réducteur, d'un traitement d'usage de mobilité qui serait finalement très concentré sur le cœur des métropoles et sur Paris. J'aimerais bien avoir le regard de Nathalie qui s'adresse beaucoup au territoire. Et donc, est-ce que la France regarde des pratiques, des usages de mobilité qui sont finalement concentrés sur quelques espaces hyperurbains, pas? Alors en fait, je voulais préciser que justement, à la Gazette, il y a un impératif, il y a un don absolu, c'est de parler de Paris, de parler, si j'ai le bon exemple qui va vraiment illustrer un article sur un sujet, j'ai interdiction de parler de Paris parce que justement, je pense que la rédaction est tout à fait consciente à qui elle s'adresse, quel est son lectorat, et le moins on parle de Paris et de sa métropole, et mieux l'on se porte à la Gazette. Donc, conscient sans doute que ce qui se passe dans une grande métropole comme l'Île-de-France, Paris et l'Île-de-France, ne peut pas être répété ailleurs où ce n'est pas le bon exemple. Là, je pense que c'est vraiment l'exception. La Gazette est commune par définition, puisqu'on s'adresse à des fonctionnaires territoriaux, où il y a des élus, et donc tout à fait. Alors, par contre, le revers de tout ça, c'est que dès qu'on dit, par exemple, que le vélo est une solution, c'est effectivement un sujet que je suis beaucoup et sur lequel j'écris beaucoup, à ce moment-là, il y a tout de suite des gens qui, étant un peu agacés par le fait qu'on parle systématiquement du boulevard Sébastopol, réagissent un peu partout en France en disant « Ah ben non, mais tout ça, c'est à Paris ». Et donc, à l'inverse, pour traverser Privas en Ardèche, parce que j'ai vu l'exemple, il y a des ponts sur l'Ouvèze, ça fait 300 mètres, et là, il y a des gens qui vous expliquent que mais non, il faut absolument prendre la voiture pour traverser le pont, pour passer le pont. Et donc, du coup, il y a un embouteillage de voitures dans le centre de Privas, 7000 habitants, Ardèche, 8000 habitants, Ardèche. Et donc, en fait, on a à l'inverse une partie des gens qui vous disent, alors quand je dis les gens, c'est quoi? C'est une partie des élus, c'est une partie c'est des réactions, c'est en partie aussi les gilets jaunes qui vous disent, mais de toute façon, tout ce qui vient, tout ce qui se fait massivement dans les grandes villes est à rejeter, et chez nous, c'est différent. Alors que pour faire 500 mètres dans une petite ville ou dans une ville moyenne, on peut aussi marcher, on peut aussi prendre le vélo pour faire 3 km, mais c'est rejeté parce que, vous comprenez, on n'est pas à Paris ici. Alors, juste avant de passer la parole, rappelez qu'Olivier a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les Parisiens, une obsession française ». Peut-être aussi une obsession d'Olivier, les Parisiens. Mais je ferme la parenthèse. Je vous le rappelle. Dans n'importe où en France, et tu dis parisien, c'est jamais un terme neutre. C'est une obsession absolue. C'était juste un jeu pour rappeler que tu as écrit cet ouvrage « Les Parisiens, une obsession française ». Mais dans le récit national, c'est hyper intéressant et sur ces sujets de mobilité aussi. Peut-être que Marc voulait réagir. Oui, bon, je pense que c'est bon ton de dire que les Parisiens écrasent tout, etc. Mais l'exemple du premier sujet qui a été fait sur les pistes cyclables à Paris, certes, c'était parisien, enfin, c'était aussi la loi de la proximité. Hein, le journaliste, il vit ça, donc il en parle. Et on peut dire aussi que cette info-là, elle était un peu annonciatrice de ce qui se passe aujourd'hui, enfin, du problème des problématiques, parce qu'il faut dire les problématiques plutôt que les problèmes, que rencontrent
les habitants de certaines villes qui voient fleurir des pistes cyclables. Je pense à Tours, par exemple. On a fermé le pont principal qui enjambe la Loire et que ça fermé à la circulation automobile. Non, pas fermé. Les gens peuvent passer à pied et c'est comme le pont de Pierre à Bordon. Il y a plus de gens qui passent à pied que de gens qui passaient en voiture avant. Et de même aussi, on dit les télés nationales traitent trop des micromobilités, la floraison des trottinettes, etc. Ça ne touche pas les campagnes. Certes, ça ne touche pas les campagnes, mais les opérateurs ont commencé par Paris et quelques métropoles et ensuite ont essayé de s'aimer. Et puis, je pense aussi que au-delà de la question de l'usage, etc., ça dit quand même quelque chose. Ça intéresse les gens de savoir que, à côté des services publics qui transportent en masse des gens avec du financement public, il y a des mobilités qui se développent, qui n'ont pas de modèle économique et qui arrivent à lever des sommes considérables avec l'espoir qu'un jour, il y aura une concentration, on va manger les concurrents. Parce qu'à Paris, on a vu qu'au début, il y avait une dizaine d'opérateurs de trottinettes. Maintenant, il y en a 3 qui ont été retenus et je pense qu'il y aura peut-être des morts parmi les 3. Donc, c'est intéressant et ça renseigne aussi sur l'évolution de la société, c'est-à-dire l'individualisme, puisque les trottinettes ou les vélos, enfin surtout les trottinettes, il y a d'autres mobilités qui sont développées, le vélo en libre service, mais la trottinette, c'est vraiment donner à l'individu un peu égoïste le moyen de se déplacer en s'affranchissant des règles. Enfin, au début, ça a été ça, c'est je roule sur le trottoir, je ne m'arrête pas au feu, je fais ce que je veux, je laisse la trottinette où je veux et je m'en fiche. Non, l'individu qui se déplace en SUV, bien sûr, est profondément altruiste et il se gare aussi sur le trottoir et sur les pistes cyclables et sur les... Non, mais en fait, c'est ça, en fait, la vraie question, c'est la question d'espace. Après, au-delà de ça, il y a simplement un mot. Justement, en 2017, la piste cyclable sur les voies sur berge, qui d'un seul coup devait intéresser la France entière, en réalité, il y avait des tas d'endroits avant Paris qui avaient fait ça massivement. Bordeaux, Strasbourg, Grenoble étaient des villes qui avaient déjà développé des réseaux cyclables et Nantes. Et d'un seul coup, on découvrait tout ça parce que c'était à Paris. Donc en fait, si on s'était. Alors là, une fois de plus, ce n'est pas les journalistes mobilité qui sont en cause parce que très souvent, c'est des sujets, là je pense là, effectivement plutôt à la télé, mais c'est des sujets qui viennent par les services généraux, pratiquement, enfin, les pages France, si on peut dire. Un débat intéressant, mais on a commencé à amorcer peut-être le deuxième sujet sur le regard des Français sur ces sujets-là. Donc j'aimerais bien qu'on discute de tout ça. Est-ce que finalement le regard des Français, à travers aussi votre métier, a changé? Comment on se réinvente et on porte un nouveau regard sur ces questions? Et notamment, j'aimerais bien qu'on discute sur le glissement sémantique du transport vers la mobilité. Parce que paradoxalement, la mobilité avec des mots accolés qui sont un peu pas faciles forcément à comprendre, la mobilité partagée, douce, etc. Au début, on ne savait pas trop ce que c'était. Et alors qu'on vient d'une sémantique très très normée où il y avait le jardin à la française, les transports de voyageurs, dans les transports de voyageurs, le transport public, le transport particulier, etc., le transport de marchandises avec ferroviaire, fluvial, etc. Et les institutions, d'ailleurs, s'appellent toujours ministère des Transports, etc. Moi, je me souviens d'une petite anecdote qui est assez récente. En 2017, au MEDEF, on avait fait un livre blanc sur ces sujets de transport-mobilité. Donc, moi, j'avais proposé, on appelle ça nouvelle mobilité, nouvelle croissance, mais il y avait eu une crise interne d'un certain nombre de secteurs qui ne voulaient pas entendre parler du sujet de mobilité, qui voulaient garder transport parce que c'était leur référence, etc. Et c'était en 2017. Et c'est vrai qu'après, il y a eu la loi d'orientation des mobilités. Maintenant, on parle de mobilité avec ces termes un petit peu nouveaux. Donc, je voudrais savoir si ce glissement sémantique vers la mobilité, il a permis de toucher mieux le grand public, et que les Français, finalement, s'approprient un peu mieux ces sujets ou pas. Donc, je vous propose qu'on discute autour de ces sujets. Peut-être, Timothée, tu veux... Oui, juste pour compléter, parce que j'ai mis un commentaire sur le sujet qui présente bien l'évolution de la sémantique. Mot transport dans la loi LOTI 82, déplacement dans
toute la partie, enfin la SRU, et mobilité avec la LOM, donc la loi d'orientation des mobilités récemment. Qui veut commencer sur ce sujet philosophique? Moi, je veux bien. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir l'évolution. Et j'ai l'impression que quand on parlait de transport, c'était une notion un peu subie. C'est-à-dire, je suis bloqué dans les transports, j'ai 2 heures de transport pour aller au travail. Et que la mobilité, ça correspond peut-être à un moment historique lié à la mondialisation, à la disparition des frontières, et que c'est devenu un droit auquel doivent répondre des opérateurs, même des opérateurs privés. D'ailleurs, dans la LOM, il y a eu des discussions sur est-ce qu'il fallait instaurer un droit à la mobilité. Je me souviens de discussions incroyables sur ce sujet. Et donc, on dit les mobilités maintenant, donc ça veut dire, ça renvoie aussi à la notion d'individualisme dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que je peux choisir maintenant, je choisis le métro, le tramway, le covoiturage, je choisis de finir en vélo le trajet, et donc on subit moins, et c'est intéressant cette évolution, je trouve. Faire l'individualisation des choix. L'individualisation, c'est-à-dire la personne qui se déplace devient le sujet, et les opérateurs, même des opérateurs privés, même vous qui êtes en face, qui développez des solutions, il y a presque l'idée qu'on attend de vous l'obligation que vous proposiez aux citoyens, aux consommateurs citoyens, des solutions sur mesure en fonction du besoin individuel. Un point B. Et sûrement que le MaaS, les applications qui permettent d'acheter de faire son trajet en combinant plusieurs modes de transport, et puis de payer une seule fois, mais ça, c'est presque l'aboutissement. Ce sera presque l'aboutissement du. Si on comprend bien effectivement qu'on a de plus en plus de mobilité, que c'est de plus en plus libre ou individuel, on va dire, ou choisi. Et qu'on met en parallèle quand même, alors ça fait appel aux commentaires, mais on voit qu'il y en a certains qui parlent de la marche pour le climat en expliquant que c'est peut-être aussi une prise de conscience. Si on se dit qu'un tiers de notre empreinte environnementale en moyenne est liée à la mobilité, est-ce que c'est compatible de se dire qu'on a un énorme poste d'émissions de gaz à effet de serre lié à la mobilité, et en parallèle se dire que la sémantique ou l'évolution des mentalités nous amène à être de plus en plus mobiles, en tout cas plus en plus libre de choisir notre mobilité? Peut-être que ça, avec le Covid, on a peut-être envie peut-être un changement. C'est-à-dire la démobilité ou une mobilité de proximité plutôt que une proximité qui permet, une mobilité qui permet d'aller à l'autre bout de l'Europe ou sur un autre continent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que les gens disent transport. Ils disent d'ailleurs rien. La plupart des gens, quand ils se déplacent, ne disent rien. C'est pas quelque chose de conscient. On va. C'est le verbe aller. Je vais. Tu vas où? Là, je vais à Boulogne. Bon, Boulogne-sur-Mer. Je prends le métro, le vélo. Pour aller à Boulogne, en l'occurrence, quand tu viens de la campagne, c'est en voiture. Et éventuellement, c'est à vélo, on dit pareil, je vais. C'est le verbe aller. Éventuellement, quand on a l'habitude de prendre le train et qu'on s'adresse à des gens qui ont l'habitude de prendre le train, ça peut être aussi le verbe aller. Donc, en fait, non, il y a éventuellement transport. Mobilité, c'est un terme, en fait, qui est effectivement plus englobant, mais qui reste concentré à des cercles en fait, de connaisseurs, de sachants. Cela dit, ça inclut quand même, et ça c'est intéressant, au moins pour les justement sachants dont vous faites partie, c'est les gens qui s'intéressent à ce sujet et pour qui c'est conscient tout ça, ça inclut justement tous les petits aléas quotidiens. Parce que aller à Boulogne, ben, c'est peut-être pas si simple parce qu'il va falloir se garer. C'est pas garer sa voiture, c'est se garer. Et on se pose peut-être cette question-là. Donc on va intégrer ce truc-là. Il y a un parking à tel endroit. Bon. Ou alors à vélo, ça va être est-ce que je suis sûr de le retrouver après, ou est-ce qu'il n'y aura pas trop, est-ce qu'il y a des aménagements, est-ce que ça ne va pas être trop pénible, et en train, est-ce qu'il va arriver à l'heure, etc. Mais donc ça inclut, la mobilité inclut tout ça. Mais malgré tout, la plupart des gens n'ont pas conscience quand on se déplace. Et c'est pour ça, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on a des sujets absolument centraux dans la société, pour plein de raisons, environnementaux, évidemment, sociaux, parce que c'est un enjeu, évidemment, d'inégalité. Ça coûte extrêmement cher, donc économique. Et tous ces enjeux sont là.
et on a quelque chose qui est vécu par la plupart des gens comme un non-sujet, en fait. La plupart des gens, quand ils se déplacent, ne font que aller. Nathalie? Je pense que là, notre rôle de journaliste, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu au fil du temps, c'est en vulgarisant, entre guillemets, ce sujet, montrant qu'il était justement notre quotidien à tous, compris à nos lecteurs ou aux éditeurs. Donc, en vulgarisant des sujets pour le sortir de la galaxie des ingénieurs, des fabricants de trains, de tramways, des constructeurs, et en montrant que c'est, comme dit Olivier, ce que l'on fait, comme on mange, on se déplace, ça permet de capter et de montrer, de mettre en lumière des enjeux du quotidien, combien c'est important et quel rôle on a, nous tous, à jouer pour la mobilité durable, même si effectivement personne, à part la galaxie des mobiliens, utilise le mot mobilité. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais la notion de mobilité, elle existe, elle est totalement intégrée chez les gens qui fabriquent les solutions, et qu'il y a cette conscience-là qui aboutit effectivement à faire des solutions sur mesure et à réfléchir à une nouvelle façon de vivre, de proposer des déplacements. Et peut-être aussi une remarque, c'est que avant on disait les transports de marchandises, les transports de personnes, et la mobilité maintenant on la focalise sur les voyageurs. On ne dit pas la mobilité des marchandises. Ça, je suis assez d'accord, c'est que la mobilité, elle arrive bien à recouvrir les sujets de déplacement individuel, etc., collectif, mais elle a du mal à traiter ou appréhender la question des marchandises, du fret, de la logistique. On n'a pas trouvé le mot. Peut-être que c'est par le prisme de la logistique, et notamment la logistique urbaine, qu'on attire les marchandises dans le grand magma de la mobilité. D'accord. Discussion intéressante. On va peut-être passer au troisième sujet un peu plus politique, parce que pour les observateurs que vous êtes et les experts que nous sommes, les 3 dernières années ont été vraiment riches en événements. C'est vrai qu'un peu dans l'histoire, pour ceux qui ont un peu de bouteille, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé. On a quand même, le sujet de la mobilité a été au cœur de 3 grandes crises sociales, sanitaires, climatiques, économiques, qui finalement se sont succédées de manière ininterrompue. Ça a d'abord été la crise des Gilets jaunes. Là, on s'est aperçu que, effectivement, par rapport à ce que disait Olivier, il y avait quand même toute une France périphérique qui avait une mobilité subie et qui n'avait pas beaucoup de solutions pour les déplacements, notamment professionnels, avec en toile de fond la question aussi de la taxe carbone, donc l'augmentation du prix des carburants. Donc, ça a été un mélange d'une crise sociale, écologique, hyper intéressante et très, très violente pour le pays. Après, on a eu les grèves sur les retraites qui étaient assez concentrées finalement en Île-de-France, mais c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là que les employeurs, les salariés, les franciliens ou les gens habitant dans les villes ont essayé de trouver des solutions alternatives. Donc là, on a eu finalement une expérimentation grandeur nature du télétravail, et puis on a aussi montré qu'un certain nombre de mobilités alternatives, le vélo, les trottinettes, etc., pouvaient avoir des usages domicile-travail hyper intéressants. Donc peut-être qu'il y a eu des ruptures aussi intéressantes à ce moment-là. Et puis, le mois d'après, la crise de Covid, avec quelque chose d'incroyable, d'inédit, une crise de la non-mobilité, avec généralisation du télétravail, avec une vraie rupture aussi sur le fait que depuis le Grenelle dans l'environnement, sur les politiques de déplacement, on voulait passer de l'autosolisme au transport public, transport en commun. Et là, patatras, vous avez les Île-de-France Mobilité, la RATP, la SNCF qui payaient des journaux pour dire aux gens de ne pas prendre les transports en commun. Moi, je n'en suis toujours pas revenu de ça. Mais, donc, nous qui étions un peu depuis 30 ans sur des politiques publiques
pour déplacer, incitative vers les transports en commun, les choses ont été complètement rebattues. Donc il s'est passé des choses dans l'environnement de la mobilité au niveau climatique, social, économique, sanitaire, incroyable. Et puis au milieu de tout ça, finalement pendant la même période, la loi d'orientation des mobilités. Donc j'aimerais bien qu'on discute un peu de tout ce contexte. Est-ce que la LOM, ça a été une vraie caisse de résonance ou un exercice sans portée? Est-ce que c'était quelque chose qui était un peu à côté de la plaque? On l'a vu, elle a été un peu rattrapée par les gilets jaunes, il a fallu ajuster un certain nombre de choses. Donc j'aimerais bien qu'on porte un regard sur tout ça, parce que du point de vue de la mobilité, les 3 dernières années, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Oui, la question, c'est un peu est-ce que la LOM a permis à la presse de parler, de vulgariser les questions de transport. C'est pas évident, enfin, ça a été très contrasté. Et d'ailleurs, pour les journalistes, enfin, pour moi, ça a été une affaire vraiment pénible, cette loi, parce que la gestation a été très compliquée. On a l'impression d'avoir été un peu baladé parce que on a vu passer. Enfin, l'un des travaux de journalistes qu'on a vécu, c'était de récupérer les versions de la LOM et de voir que c'était une baudruche qui se dégonflait. Qui se regonflait. À 80, qui repassait à 120. Après, on tenait la statistique avec les records, 160 pages. Voilà. Et en fait, au début, elle a fait parler d'elle de façon négative, à savoir à quoi on a échappé. Alors, on a échappé au péage urbain parce que le gouvernement a eu peur. On a échappé à la taxe poids lourd, parce que, qui revient maintenant dans d'autres projets de loi. Et après, ce qui a été compliqué, c'est que c'est une loi qui parle très mal d'elle-même, c'est-à-dire que quelqu'un a parlé de la LOTI tout à l'heure, la loi d'orientation des transports intérieurs qui a été faite dans les années 80. Eh ben, vous la lisez, c'est du langage classique, c'est presque du Corneille, on comprend très bien, il y a peu de mots, c'est pas jargonnant, et vous prenez la LOM, c'est un peu de technicien, de technocrate, c'est incompréhensible, et en plus, il n'y a pas de cohérence, puisque c'était aussi une loi de rattrapage qui a permis à la France de se mettre en conformité sur les questions des ZFE. Alors là, il y a eu un travail de communication. Là, il faut qu'on dise ZFE. Les zones de faible émission. Tu vas parler comme eux. Non contrôlées, dans lesquelles, en théorie, on limite. Ça a été une opération comment dire, une bonne partie des gens qui suivaient de loin se sont fait un peu manipuler, à savoir que le gouvernement a dit ça y est, on traite la question de l'air, alors que c'était en fait depuis le milieu du quinquennat Hollande, on parlait d'inscrire ces espaces dans la loi. Voilà, donc c'était très pénible. Et en plus, on s'aperçoit que c'est une loi quasiment jetable. Aujourd'hui, on vote des nouvelles lois. Il y a la loi climat, il y a la loi 4D, c'est-à-dire une nouvelle loi de décentralisation. Et j'ai entendu des politiques qui disaient oui, on va corriger la LOM, alors que la LOM n'est même pas encore. La moitié des décrets n'est pas encore. Donc c'est effarant. Mise en œuvre. Ça en dit beaucoup sur l'administration, des transports qui font surtout du réglementaire et qui essayent d'encadrer tout avec un souci de contrôle, parce qu'on a l'impression que le ministère des Transports, c'est un ministère en crise qui est toujours un peu à la ramasse, qui n'a pas su anticiper les évolutions. Et du coup, au lieu de faire du stratégique, ils font du réglementaire et vraiment beaucoup de choses, en faisant des espèces de jardins à la française. Et je parlais des zones à faible émission. Donc, ça a été voté dans la LOM et c'est toujours pas appliqué parce qu'il faut homologuer les radars qui vont lire les plaques des voitures. Et ça, il y a tout un processus qu'on n'avait pas prévu. Donc, c'est assez désespérant puisque on vote des lois et après, la grosse partie du travail, c'est de faire appliquer. Donc, il y a la négociation avant, il y a la négociation au Parlement qui est toujours, c'est un peu du cirque. Et après, il y a le travail de l'administration qui fait ça, qui parfois change les sens ou amoindrit la portée de ce qui a été voté dans la loi. Alors, on a une personne qui a un peu de musique de fond, si c'est possible de mettre son micro en off. C'est très sympa d'ailleurs, mais
Voilà, merci. Ouais, mais merci Marc pour ce témoignage. Moi-même, quand j'étais au MEDEF, j'étais au cœur de tout ça, donc on a vécu ça, mais c'est vrai que les groupes d'intérêt aussi différents ont à la fois alimenté cette espèce de mouvement, et puis pour trouver des équilibres parfois faits à la dernière minute sur le volet employeur, c'est vrai que ça s'est fait un peu le dimanche après-midi pour un amendement, etc. C'est comme ça, parce que la loi, c'est aussi l'expression d'un rapport de force avec les parties prenantes qu'essaie de piloter le pouvoir politique, mais ce n'est pas évident. Donc, parfois, il ne faut pas s'étonner que les résultats ne soient pas forcément digestes. J'aime bien la manière dont François parle des lobbies, en fait. Non, Je ne dis pas que c'est les parlementaires, mais que c'est les parties prenantes qui pilotent les politiques. Donc, en fait, ça veut dire qu'en fait, tu écrivais des amendements pour que les parlementaires les déposent. Mais chacun fait comme ça. Je sais que ça se fait. C'est comme ça. C'est intéressant de le dire quand même. Et en résultant, la loi, c'est un travail collectif. Donc, chacun a son petit bout de machin. Donc voilà, moi j'ai écrit l'article sur le comité des partenaires. Mais c'est intéressant d'être assez transparent là-dessus parce que c'est comme ça que ça se passe. Peut-être Nathalie sur le sujet. Pour rebondir sur la question initiale, ces trois séquences, la crise sociale autour de la réforme de retraite, il y en avait même une avant, c'était la crise, la grosse grève liée à la mise en place de l'ouverture à la concurrence ferroviaire, il y avait eu ça, puis la crise sociale autour de la réforme des retraites, ensuite la crise des gilets jaunes et aujourd'hui la crise sanitaire. En fait, cette séquence, on en avait discuté à notre sens, a été un vrai booster quand même des sujets de mobilité parce qu'il y a de transport, de déplacement, puisque à chaque fois, il a fallu au quotidien trouver des solutions pour se déplacer ou pas se déplacer ou se déplacer autrement. Et là-dedans, la LOM, à mon sens, c'est pas le booster le plus fort, à part sur certains sujets. Alors effectivement, comme disait Marc, ceux qui ne se sont pas faits et qui sont qui intéressent beaucoup les gens, est-ce que je vais payer pour rentrer en ville, est-ce que je vais payer une écotaxe, mais plutôt, alors les quelques sujets qui ont pu émerger, alors c'était le sujet du vélo quand même, énorme, et puis on va laisser Olivier peut-être poursuivre là-dessus, et aussi le forfait mobilité durable. Oui, c'est ce que je veux dire, puisque là on a quand même un public d'entreprise, le rôle un peu nouveau, l'entreprise comme un peu petite autorité organisatrice de la mobilité, avec, on essaie de prendre les choses de l'intérieur à travers le croisement des politiques RSE, développement durable, et surtout RH, et qu'on relie finalement l'organisation du travail à la mobilité, ce qui n'était pas forcément le cas. Ça, c'est quand même c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en œuvre aujourd'hui, mais c'est quand même une évolution assez notable. Ça me permet de raccrocher les wagons avec une question ou une remarque sur le sujet de la mobilité inclusive, donc la difficulté d'un certain nombre de populations à se déplacer, qui serait responsable, d'après ce témoignage, de 25% de chômeurs, enfin en tout cas, la mobilité inclusive empêcherait finalement ou favoriserait, on peut le prendre dans les deux sens, l'embauche d'un certain nombre de personnes. Est-ce que la LOM, pour vous, a traité le sujet ou pas du tout? Oui, je n'ai pas compris, c'est la mobilité. D'abord, c'est quoi la mobilité inclusive? Déjà, je suis désolé, mais en fait, je suis vraiment assez mauvais en jargon. Non, mais la remarque, c'est de dire que la difficulté de se déplacer, oui, donc si je simplifie, la difficulté de se déplacer. C'est un argument qui a été beaucoup donné par Elisabeth Borne, en fait. Il était régulièrement répété par Elisabeth Borne, parce qu'effectivement, il y a une partie des gens qui disent, dans les sondages, j'ai dû renoncer à un travail parce que je ne pouvais pas y aller. Évidemment, quand on proposait, ça avait été le cas au début du quinquennat, aux gens qui habitaient la souterraine, dans la Creuse, au nord de la Creuse, d'aller travailler à Lyon en disant, vous savez, il y a 200 km. Mais évidemment, ils ont refusé. C'est normal, 200 km, ils ne vont pas faire ça tous les jours, ou alors ils vont devoir déménager carrément dans la banlieue de Lyon. Donc c'est presque normal qu'ils aient refusé. Donc voilà, cette statistique, elle existe, elle est beaucoup répétée, mais je crois que ça cache une question de fond qui est pourquoi on se déplace? Est-ce que vraiment il s'agit de se déplacer pour se déplacer? Est-ce qu'on accepte, est-ce que c'est normal dans une société occidentale d'avoir des ouvriers, en l'occurrence, qui font 2 fois 200 km tous les jours, éventuellement par semaine, pour conserver leur travail?
En fait, je crois que c'est aussi ça. C'est aussi, est-ce qu'il n'y a pas moyen, au lieu de dire, ben oui, on ne peut pas accepter tel boulot parce que c'est loin, est-ce qu'on ne peut pas dire, mais est-ce que les boulots ne pourraient pas être plus... Je sais bien que c'est utopique. Enfin, non, mais c'est mieux. On ne pose jamais la question. On pose jamais la question. Pour répondre à la question. On ne pose jamais la question de cette façon. Et je crois qu'il y a un enjeu énorme là, parce que c'est ça. C'est la crise depuis les c'est ça que les gens veulent, en fait, en même temps. C'est un peu, parce que j'étais au cœur du sujet, quand on a négocié avec les syndicats, les partenaires sociaux, d'introduire, on va dire, le critère géographique dans le recrutement. C'est-à-dire que le recrutement, c'est les compétences, la rémunération, etc. Et puis le fait de mettre finalement la mobilité dans la qualité de vie au travail, c'est aussi une manière de demander aux directions RH de prendre mieux ce sujet pour éviter les mobilités subies et d'essayer d'optimiser géographiquement l'affectation des collaborateurs. Donc là, il y a effectivement un sujet nouveau dans les entreprises à adresser, qui n'est pas ça, parce qu'il y a aussi la liberté individuelle, il y a plein de sujets économiques aussi, mais c'est effectivement un chantier pour traiter les causes et pas forcément les conséquences. On va arriver sur la fin, mais on va se laisser du temps pour finir calmement. On n'est pas pressé. Mais je ferai une anecdote parce que quand il y a un peu plus de 10 ans, on a commencé sur nos sujets de conseil carbone, mobilité chez Ecodev. Moi, j'avais été marqué par une banque qui nous disait, mais vous savez, la politique RH nous pousse finalement depuis déjà une bonne vingtaine d'années à avoir des personnes qui sont mobiles. Pourquoi ? Parce que quand on est conseiller dans une banque, c'est bien de pouvoir changer tous les 2 ans de lieu. Et donc, si on est trop proche de son agence, on n'a pas envie d'aller dans une autre agence 2 ans après. Bon, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on commence à avoir des missions inverses où on nous demande justement comment on peut optimiser les temps de trajet de tous les salariés. Et c'était aussi une mission pour une banque. Donc, on peut dire que les mentalités évoluent. Mais effectivement, on part de loin. Alors, je vais peut-être juste essayer de prendre des questions et débattre un peu là sur les quelques points. Il y avait le sujet de la ZFE, donc zone à faible émission, sur laquelle apparemment il fallait un peu rebalayer le sujet. Ouais. Mais du coup, peut-être Marc, recontextualiser pourquoi la LOM et les ZFE sont liés, qu'est-ce que c'est? Parce que du coup, il y a une question qui expliquait que ce n'était pas très clair. Ah oui, alors voilà. Les ZFE, donc les zones à faible émission, sont des zones. Alors, il y a une obligation maintenant pour les grandes métropoles, enfin pour les métropoles, de mettre en place, de déterminer une zone dans laquelle l'entrée est limitée à des véhicules qui émettent moins de CO2. C'est les vignettes critères. Voilà, c'est les vignettes critères. Enfin, Paris, voilà, désolé de parler de Paris, mais a mis en place ça un peu avant les autres. Et donc, ça signifie qu'il y a un enjeu social, puisque alors, l'idée, c'est de pousser les gens à utiliser les transports en commun ou les mobilités douces, mais il y a un sujet social derrière ça qui est que un certain nombre de personnes qui utilisent des voitures diesel, des vieux diesel, qui vont devoir les abandonner, et on leur dit prenez du véhicule électrique. Le véhicule électrique, il y a des primes qui sont proposées par les villes ou par les ports, mais ça ne compense pas le surcoût du véhicule électrique. Et alors, donc les ZFE devaient être inscrites dans je ne sais plus quelle loi, mais sous quinquennat Hollande, déjà, on disait qu'il faut absolument qu'on le fasse, parce qu'en réalité, c'est une obligation européenne et que la France a été plusieurs fois condamnée pour la mauvaise qualité de l'air, pour mise en danger de la vie d'autrui à cause des particules, du CO2, etc. Donc là, il y a eu une accélération dans la LOM, on a inscrit, on a déterminé les métropoles qui pouvaient utiliser ça, et ensuite les élus des métropoles déterminent le périmètre et déterminent un calendrier et déterminent le type de motorisation qui seront interdites. C'est un point important parce que c'est un point qui va conditionner un certain nombre de capacités à se déplacer dans les années à venir ou à ne plus pouvoir se déplacer en fonction des véhicules. Et puis forcément, plus on a des véhicules polluants, moins on pourra se déplacer. Et donc généralement, c'est en plus les populations les plus fragiles qui... Voilà, peut-être qu'on pourra débattre, mais et moi je reviens sur un chiffre. Souvent, il y a 2 ans, il y avait 231 villes en Europe qui étaient dans les démarches de ZFE, zone à faible émission, là où en France on en avait 2, Paris et Grenoble. Donc effectivement, ça illustre bien le retard qu'on avait.
Olivier, tu veux peut-être c'est nuancer. bizarre. Cette histoire de zone à faible émission, c'est vraiment une invention. Alors, je ne sais pas si c'est seulement français, mais c'est l'idée qu'il faudrait appliquer la même règle absolument partout, pour tout le monde, et qu'on va régler tous les problèmes par la loi. Et c'est ça que finalement, il y a un des problèmes de cette fameuse loi d'orientation des mobilités, c'est que, comme à chaque fois qu'on fait une loi, les gens qui la rédigent et les gens qui la votent, qui sont donc on a compris pas les mêmes, sont persuadés qu'elle va tout changer et l'inscrivent comme si ça allait tout changer. Sauf que les gens l'ignorent. Comme tu as dit, Marc, très, très justement, elle est écrite en jargon. Elle est, en plus de ça, pas appliquée, on vient de le voir, et parce que les décrets ne sont pas pris, et de toute façon, elle est incompréhensible. Moi, je crois beaucoup plus à la politique qu'à la loi. Et alors, typiquement, la ZFE, c'est ça, on va régler le problème parce qu'on va faire une loi. Il y a un système qui fonctionne parfaitement bien en Italie, qui s'appelle les zones à trafic limité. Non, parfaitement bien, c'est pas le mot. Par définition, c'est complexe, mais ça fonctionne assez bien. Dans toutes les villes italiennes, y compris les plus petites, il y a ce qu'on appelle des zones à trafic limité, qui disent aux gens, non pas vous avez une voiture non polluante ou moins polluante, c'est-à-dire en général grosse, récente et chère, donc vous êtes riche en clair, vous pouvez passer. Et si vous avez une voiture très polluante, c'est-à-dire petite, moins chère, et donc vous êtes probablement pauvre, et donc vous ne pouvez pas passer, on fait le contraire en Italie. On dit vous pouvez passer si vous avez quelque chose à faire dans cette zone. C'est des zones beaucoup plus restreintes, des zones, alors parfois c'est assez grand, comme le centre de Bologne, c'est assez grand, mais parfois c'est simplement dans une commune touristique, et puis en plus c'est quelques rues, et puis ça peut être modulé en fonction, ça peut être le soir, le week-end, l'été, etc., le samedi, et on dit aux gens, bah, vous pouvez passer si vous avez quelque chose à faire. Et si vous avez quelque chose à faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes commerçant, vous êtes livreur, vous êtes riverain. Oui, quelle que soit la taille de votre voiture, quelle que soit la pollution de votre voiture, vous pouvez passer. Si vous n'avez rien à faire et que vous faites que traverser la ville, quelle que soit la taille de votre voiture, quel que soit le niveau de pollution officiel, vous ne pouvez pas passer. Ça me semble beaucoup plus intelligent que la ZFE, et je trouve très étrange. Et par contre, c'est évidemment à discrétion des collectivités locales. Il y a eu des semblants de choses comme ça qui ont été faites en France, et plutôt, de s'inspirer d'un exemple italien, et deux, que de précisément déléguer aux collectivités. On a voulu, et quand je dis on, c'est la France au sens large, la France législative a voulu imposer une loi générale qui allait évidemment tout régler. Cela dit, en deux phrases, je vais quand même défendre un peu la LOM, parce que moi, c'est vrai que je suis assez distant par rapport à ça. Moi, une fois de plus, je crois beaucoup plus à la politique qu'à la loi et à la manière dont c'est appliqué à tous les niveaux, y compris d'ailleurs par les employeurs. Mais l'avantage d'une loi, c'est qu'elle inscrit un certain nombre de choses, malgré tout, qui sont opposables, qui sont utilisables, y compris à l'intérieur, et François nous en parlera sans doute, et Timothée également mieux que moi, à l'intérieur des entreprises, ça permet d'utiliser, regardez, on va faire ça parce que la loi... C'est incitatif. Et ça marche quand même un peu mieux que s'il n'y a pas de loi. Voilà. Donc il faut sans doute les deux. Oui, c'est vrai. Timothée, tu avais d'autres Alors, il y avait un point sur le dernier kilomètre, on l'a rapidement abordé, mais donc, du coup, ce n'est pas tout à fait une question, c'est mais comment ou pourquoi le dernier kilomètre est souvent, en tout cas sur les livraisons d'objets, de matériel, et peu, on va dire, traité de manière générale ou peu traduit comme un enjeu. Alors, ça arrive, hein, je pense que la situation sanitaire a accéléré, on va dire, la prise de conscience de ces mobilités. Mais voilà, peut-être Alors, moi, je trouve au contraire que récemment, le dernier kilomètre est plutôt traité, tant dans la presse spécialisée, donc le dernier kilomètre, la livraison du dernier kilomètre, et notamment avec l'explosion du e-commerce au temps du Covid. Donc, on a vu apparaître cette notion dans la presse généraliste, mais je me rappelle d'un grand papier récemment dans Le Monde sur le sujet, des sujets à la télé aussi. Alors, dans la presse grand public et dans les JT, c'est plus avec des solutions, alors je ne sais pas quoi, les triporteurs électriques, enfin et les vélos cargo, etc. Mais alors là, le dernier kilomètre, c'est plutôt un sujet montant là, ces derniers mois. Et à la faveur, effectivement, de l'explosion du commerce en ligne et de la problématique de la livraison. La question, c'était pour le transport de personnes ou... Non, le dernier kilomètre, c'est pas tout à fait une question, c'est plus une remarque pour relancer le sujet. Et alors, dans la Gazette des communes, on a commis récemment un dossier sur le sujet avec vraiment des retours d'expérience, des partages d'expérience, et dans différentes villes, y compris l'interdiction en centre-ville de laisser circuler des camions venant polluants ou venant livrer
des heures indues et avec la mise en place d'autres solutions. C'est ce que fait Strasbourg depuis 2017. Voilà. Il y a la question du dernier mètre. On se focalise. Non, mais c'est très important, c'est le trottoir. Qu'est-ce qu'on fait du trottoir? Non, mais aujourd'hui, c'est le quai de déchargement de la société de livraison aujourd'hui. Et c'est essentiel. Donc, on a un trottoir qui est extrêmement sollicité avec déjà toute une série d'usages différents en temps normal et qui en plus s'ajoute non seulement ces livraisons et en plus de ça, le fait que le trottoir, comme chacun est connecté et cherche des choses, etc. Donc, pratiquement, on en est à monétiser le trottoir, non pas heureusement pour les passants, mais par contre pour les sociétés, pour les usages, voilà, les entreprises. C'est Isabelle Barraud-Sarfati, je la cite parce que je n'ai pas inventé ça, et qui a écrit sur ce sujet, sur la question du trottoir. Ça me semble essentiel, et c'est en train, il y a un baromètre des villes marchables qui est lancé, il a été lancé il y a quelques mois par différentes associations de piétons. Je trouve ça très intéressant parce qu'une fois de plus, on se refocalise sur la mobilité quotidienne, celle qu'on vit tous les jours et qui, du coup, nous impacte. Et ça me semble au moins aussi intéressant que de faire des lois généralisantes. J'ai deux questions et après on fera la clôture. Il y en a une autour de la publicité et du coup des montants investis par nos constructeurs automobiles sur l'imaginaire et l'automobile. Donc si je prends la question, c'est une question tournée, mais c'est comment les médias finalement devraient pouvoir traiter un peu mieux ce sujet de l'imaginaire autour de l'automobile. Alors, je reviens sur la remarque de Laure, puisque du coup, il y avait un point qui est si les constructeurs qui investissent 4,3 milliards en publicité automobile par an avaient l'obligation d'embarquer des scénarios de multimodalité dans chaque spot TV, quelles seraient finalement les conséquences? Et est-ce que vous pensez que c'est un sujet qu'il faut traiter aujourd'hui en tant que journaliste? Oui. Il faudrait peut-être qu'ils aient une offre importante à proposer. Parce que là, pour l'instant, ils se focalisent sur le passage à l'électrique, un petit peu à l'automatisation. Alors, je crois qu'on est revenu sur l'idée d'atteindre le véhicule complètement autonome, mais qu'on fait des recherches pour proposer après des services comme on peut se garer en arrière automatiquement, etc. Des aides à la conduite. Mais des services de multimodalité, en fait, il n'y en a pas. Donc, dépenser des milliards d'euros, enfin des centaines de millions d'euros pour vanter un truc qui est un petit peu embryonnaire, ça n'a pas tellement de pertinence. D'autres remarques? Je crois que le montant de la pub pour les voitures, c'est juste la pub, alors j'ai oublié, je crois que c'est un truc genre 10 fois la politique vélo en France. C'est à peu près ça, c'est du délire. C'est énorme, et je pense qu'au lieu de leur dire, de montrer d'autres solutions d'intermodalité, c'est aussi leur montrer les conséquences. Simplement, on montre des voitures qui sont dans un environnement sauvage, où on peut accélérer, on peut monter à 180, etc., ce qui n'arrive jamais, et la plupart des gens se retrouvent bloqués dans des bouchons à se poser la question après 3 km, où est-ce que je vais mettre mon objet métallique. Donc, non, au-delà de ça, alors là, la manière dont j'ai compris la question, c'est est-ce qu'on m'empêche de parler de ça? Ben non, j'en ai déjà un peu parlé, c'est vrai, pas assez. C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu qu'on va devoir traiter, et je n'ai jamais reçu, je le dis, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de fois la question, c'est est-ce qu'on m'a déjà censuré en clair? Parce qu'on m'a dit, tu ne traites pas de ce sujet ou pas? Parce que recette publicitaire. Oui, parce que recette publicitaire, parce que c'est vrai que, y compris d'ailleurs sur le blog, c'est intéressant. Je parle beaucoup de vélo, il y a parfois des lecteurs me disent, en fait, quand on va sur ton blog, on tombe sur le pub de voiture. Bon, je suis désolé, j'ai plus rien, c'est pas moi qui les décide. Donc c'est non, on m'a jamais rien dit là-dessus. On m'a jamais rien dit là-dessus. On m'a jamais, en fait, c'est un algorithme, donc c'est en plus de ça, voilà. Donc on m'a jamais rien dit là-dessus. On m'a toujours laissé l'absolument liberté, l'absolue liberté. Et je voudrais redire que la plupart du temps, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, c'était Florence Aubenas qui disait ça du Monde, qui racontait ça. En fait, les moments où il y a eu le plus de pression sur le journal ces dernières années, c'était pas les politiques du tout, c'était pas non plus, et quel qu'il soit, hein, c'était pas tellement l'économie en tant que telle, mais c'était le Tour de France qui avait dit comment ça, c'est scandaleux, vous dénoncez vous parlez de dopage alors que vous ne devriez pas en parler. Donc voilà, ça arrive, mais effectivement, alors je crois beaucoup plus à une forme d'autocensure des journalistes qui se disent
peut-être qu'on ne va pas évoquer ce truc, qu'on va en parler différemment en fonction du média pour lequel on travaille, mais des injonctions claires en disant « tu ne parles pas de ça parce que la pub nous empêche, etc. » Là, j'ai absolument jamais rencontré ça. Alors, du coup, dernière question. Comment, finalement, changer l'image du cycliste ou de changer l'imaginaire autour du vélo? Alors là, on est reparti pour une heure, là. Là, on va faire un deuxième webinaire. Non, mais très rapidement, pour vous, en fait, la question, elle est autour, effectivement, de l'image et du vélo qui était et qui reste pour beaucoup pas forcément un mode extrêmement, on va dire, pertinent pour les trajets quotidiens. Alors qu'on pourrait… C'est vraiment amusant parce qu'on voit qu'on est dans une phase de transition. Parce que si on interroge une certaine catégorie de gens, ils vont dire en fait, là, ça y est, le vélo a démarré, ça y est, c'est parti, la France devient, comme disait Borne, une nation du vélo, voilà. Et puis, d'autres personnes qui n'ont rien à voir vont dire exactement l'inverse, au contraire, on n'en est pas du tout là. Et en fait, on voit qu'on est dans une période de transition parce que déjà, quand les premiers vélos en libre-service sont arrivés au milieu des années 2000, 2005, 2007, 2008, déjà on disait ça y est, le vélo c'est parti. Et on a redit la même chose au début des années 2010, quand il commençait à y avoir des aménagements cyclables un peu partout. On a redit la même chose au moment justement où il y a le premier baromètre des villes cyclables en 2017, où la LOM était justement en train d'être discutée. On a redit la même chose début 2020, après les fameuses grèves qui, en Ile-de-France en particulier, ont marqué la vie quotidienne des gens. Et on redit la même chose juste après avec les fameuses coronapistes. Donc en fait, à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a encore une marge de progression et que ça continue. Et au-delà de ça, je pense que ce qui s'est passé, alors je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses en termes de mobilité avec le Covid, et en particulier il y a une forme de démobilité pour ceux qui peuvent se le permettre. Et nous avons choisi ce matin de nous retrouver parce que nous étions contents de nous retrouver et aussi nous aurions pu rester chacun chez soi, mais nous avons choisi ça et donc c'est une forme de choix de mobilité aussi. Il y a eu cette démobilité et il y a eu effectivement dans les villes au sens large, pas seulement dans les grandes et pas seulement dans les centres, mais dans les villes, y compris dans les banlieues, une montée en puissance du vélo. Et je pense qu'une partie des gens se sont dit je vais me réapproprier face à cette espèce d'environnement totalement incertain dans lequel nous sommes, on ne sait pas ce qui va se passer dans 3 jours. Je vais me réapproprier quelque chose de quotidien qui est mes déplacements quotidiens. Et une partie d'entre eux, et c'est pour ça que le vélo, c'est et c'est pas pour des raisons, c'est bien sûr en arrière-plan, il y a cette histoire d'environnement, de climat, mais au fond, c'est un plaisir. On peut pédaler sans masque. On maîtrise son temps. Et donc ça, ce plaisir-là, et on peut franchir les feux rouges. Et on peut passer parce qu'il y a une possibilité de tourner à droite. Et donc voilà. Mais donc il y a cette envie de se réapproprier une partie de sa vie, en l'occurrence ses déplacements. Mais une des remarques était aussi de dire ça évolue effectivement, mais trop lentement. Et comment les médias peuvent accélérer cette on va dire. Ça a beaucoup été le sens. Alors là, on pourrait difficilement faire plus là, sur le vélo. C'est certainement. Enfin, tout à l'heure, je parlais de la LOM et qui n'a rien changé. Enfin, c'est pas la. Enfin, je nuance un peu. On peut dire que la LOM, elle a préparé le terrain auprès des journalistes et un petit peu auprès de l'opinion sur l'importance du vélo et que ce qui a donné une nouvelle dimension, c'est le virus. C'est l'actualité. Le virus a engendré la création de pistes cyclables dans beaucoup de villes. Et c'est ça le changement politique. Ça a vu les ruptures plus que la loi. C'est un des changements, mais il y en avait eu avant. Et il y a la question complémentaire qui est pareil sur l'image des transports en commun. Ben ça, je voudrais demander au pouvoir public qui se sont tirés une balle dans le pied avec le virus. Puisque c'est vrai ce que disait François, c'est hallucinant. On fait une loi pour dire prenez les transports en commun, on va tout faire pour faciliter ça. Et arrive le virus, on dit attendez, ne prenez pas le métro, ne prenez pas le RER, ça peut être dangereux. Donc en fait, si restez chez vous. Et on réduit l'offre. Et là, le grand gagnant, c'est la voiture. Là. Franchement, c'est la voiture. Pour certains problèmes. Mais moi, je crois. Alors, il y a il y a 2020-2021. Mais avant, la part des transports publics continue d'augmenter partout. Alors, à la fois pour les liaisons à grande distance et dans les villes, et partout dans toutes les grandes villes, ça a augmenté partout, ils le disaient tous.
Et là, effectivement, il y a eu cette affaire-là, il y a eu en même temps, ça dépend, parce que le RERA, il y a moins de monde. La Défense, elle est les gens n'y vont plus. Par contre, le B, Nord-Sud, je parle en francilien, hein, une fois de plus, mais le B, Nord-Sud, effectivement, il reste employé parce qu'il y a les fameux travailleurs essentiels qui ne peuvent pas s'empêcher, qui doivent absolument prendre les transports pour travailler. Et je pense que c'est peut-être optimiste, mais après tout, que le renouveau des transports publics passera par le vélo. Parce qu'une fois qu'on est à vélo, une fois qu'on se déplace à vélo, qu'on a compris qu'en fait, on pouvait ne pas avoir le même moyen de transport tout le temps, qu'on n'est plus forcément en voiture ou sur un scooter, on sait aussi que, bien sûr, et personne ne dit ça d'ailleurs, on ne peut pas tout faire à vélo. Il y a des trajets pour lesquels on va prendre forcément un autre moyen de transport. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire l'autopartage à certains moments, ça veut dire bien sûr la voiture individuelle, mais ça veut dire aussi les transports publics. Ça veut dire que on peut emmener, alors soit emmener le vélo dans le train, soit, c'est beaucoup mieux, en louer un autre à l'arrivée, mais le vélo et le transport public sont complémentaires et je pense que le transport public peut avoir un renouveau parce que les gens qui se déplacent à vélo, et ça a été montré par Aurélien Bigot qui a fait une thèse sur ce sujet, dit en fait, à partir du moment où on a quitté le mode de transport unique à la voiture, on a une vision plus globale et donc on prend davantage, y compris les trains, les métros dans les autres villes, etc. Très bien. Du coup, en termes de questions-réponses, je pense qu'on a fait le tour. On est sur la fin. Alors, quel est le moyen de faire parler de son offre auprès de la presse? Bon, alors ça, je laisserai... C'est un opérateur. C'est qui se pose cette question? L'opérateur qui veut qu'on parle de lui ou... C'est lequel? Comme ça, il pose la question. Non, mais de toute manière, il y aura les coordonnées, un compte rendu avec vos coordonnées, donc on va directement avec vous si les techniques fonctionnent. Donc, ce dont on n'a pas parlé, c'est comment essayer d'attraper un journaliste par les oreilles, c'est-à-dire comment pitcher. C'est pas parce qu'on a un nouveau produit que voilà, on envoie un communiqué et on dit s'il vous plaît parlez-moi. Il faut essayer d'angler, de contextualiser, de faire ça dans un moment. C'est le bon moment pour voilà, faire ce tour de clôture. Moi j'ai été ravi, en tout cas merci d'être venu. Je vous laisse tous une minute pour clôturer sur le propos que vous voulez ou pas, hein, vous ne vous sentez pas obligé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait tout à l'heure de l'opposition province-Paris, comme quoi les journalistes qui sont des quotidiens, des radios nationales ou des télés sont à Paris et donnent un peu le là avec leur prisme déformant. On pourrait dire que la LOM, c'est un sujet typiquement, alors pas seulement parisien, mais des grandes métropoles, des grandes villes, parce qu'effectivement, c'est là où on peut avoir un impact sur la réduction de la place de la voiture, mais que c'est typiquement parisien de faire croire que la LOM va changer, va tout changer, alors que l'automobile reste vraiment le mode de transport, c'est 80%. Là, avec le Covid, on voit que... alors le Covid, c'est une crise conjoncturelle. Il faudra voir après ce qu'il en reste. Mais voilà, je pense que c'est ça. L'importance de la LOM, elle a été liée au temps de discussion, 3 ans, et qu'après, voilà, voir ce que ça va changer, il faudra laisser un peu de temps et voir si la voiture toute puissante sera en déclin ou pas. Il y a un commentaire assez positif qui dit que la LOM n'est pas trop en avance. Et comme il y a 3 petits points et que ce n'est pas une question, on ne va pas traiter le sujet maintenant. Nathalie, peut-être, pour clôture. C'était sur le thème de l'avenir des transports publics. Comment ils vont ressortir de toutes ces crises. Juste peut-être voir quelle est la politique, alors pour faire ma parisienne pur sucre, de la RATP. On voit bien que là, quand la présidente s'exprime, et elle s'est exprimée récemment dans la Gazette des Communes, on voit bien que le groupe prépare, parce qu'il y a l'ouverture à la concurrence des transports en Île-de-France, mais quand même, peut-être aussi, elle cherche des nouveaux relais de croissance hors transport public pur et dur, avec la logistique, avec Mappy, avec l'immobilier, enfin, je ne sais quoi. Preuve que peut-être un groupe comme la RATP ne pourra peut-être pas continuer à vivre que sur le gâteau du transport collectif public. Olivier, pour suivre ce que tu dis, je pense qu'on arrive au début de la fin de la domination de la voiture pour tous les trajets, parce qu'elle est encombrante, parce qu'elle est polluante, parce qu'elle est lourde, parce qu'elle est dangereuse, parce qu'elle est bruyante et toutes ces raisons, et parce qu'elle éloigne en fait. Ça a commencé plutôt dans les villes, d'une manière générale en Occident, c'est pas juste français. On arrive à la fin de ça.
La question qui se pose maintenant, c'est celle de l'organisation du territoire. C'est-à-dire que si on se contente de parler de transport et de mobilité, on va se concentrer sur les déplacements et puis c'est tout, et on va essayer de, comme on dit, décarboner les déplacements, je ne sais pas bon. Mais il faut vraiment se poser la question de savoir pourquoi on se déplace, et donc est-ce que vraiment il faut qu'on fasse 40 km pour aller travailler, pour aller. Donc là, il y a une vraie question de fond qui dépasse complètement les métropoles, une question d'aménagement, de réorganisation territoriale qui évidemment ne s'impose pas mais qui se réfléchit, et bonne nouvelle, qui va dans le sens de ce que disent les gens, parce qu'ils disent en fait moi je rêverais d'habiter une sorte de village où tout serait à peu près à une demi-heure, où on pourrait aller se déplacer à pied ou à vélo pour aller faire les courses et où le travail ne serait pas très loin. Et donc ça va dans ce sens-là. Et donc, à mon avis, c'est un des vrais enjeux des politiques de mobilité dans les prochaines années, c'est accompagner cette volonté-là. Merci. François, peut-être? Moi, j'ai été ravi qu'on puisse proposer quelque chose de nouveau au sein de l'écosystème. On a appelé ça le mixtentiel, une espèce d'hybridation entre la visio et la table, la discussion un peu classique, et qui est quand même assez propice à des échanges avec des regards différents, contradictoires sur des sujets. Et je trouve que faire ça de temps en temps sur des sujets un peu de fond et qu'on ait des points de vue différents, je trouve ça assez rafraîchissant. On prépare peut-être le retour au monde d'après avec des vrais échanges, des vraies discussions. Et c'est vrai que sur ce sujet de la mobilité, on avait aussi besoin de prendre, pas de la hauteur, mais un peu de recul sur tous ces sujets qui ont évolué. Je pense que ça peut intéresser les entreprises, les employeurs, les solutions, ces réflexions un peu générales dans leurs activités au quotidien. Donc j'ai été ravi de pouvoir à la fois proposer ce sujet et puis de l'animer avec vous tous. Merci à tous. On se retrouve le 13 avril pour le webinaire autour des forfaits mobilité durable. Voilà. Et puis effectivement, un petit salut commun. Merci. Au revoir.